la question que je peux te poser et qu'on peut se poser mutuellement, c'est la première, c'est toi, comment tu t'y prends pour noter tes rêves, et peut-être qu'au au début, tu te souvenais pas de tes rêves, Oui. et qu'est-ce que tu as fait, ou qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors déjà, au tout début, je savais pas qu'il fallait les noter, tout simplement. Oui, Quand j'ai appris qu'il fallait les noter, j'ai été beaucoup plus attentive. Je me suis rendu compte qu'en étant plus attentive, j'arrivais à capter plus de détails. tout à fait. Voilà. Ouais. Alors je faisais vraiment à l'ancienne sur un carnet parce que j'avais lu ça. Donc effectivement, le carnet sur le chevet avec le crayon, ça aide parce Ouais, qu'il y a quand même une intention qu'on donne à soi-même très clairement. Ouais. d'accueillir les rêves. Et après, j'ai été un tout petit peu plus feignante et j'ai pris le téléphone. Ah, tu enregistrais, ouais, c'est une méthode aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais dans les périodes où je rêve beaucoup, ça m'arrive encore, hein, je suis vraiment amenée à être réveillée par le rêve. C'est-à-dire, je fais le rêve, je me Ouais. réveille, impossible de me rendormir tout de suite tant que je ne l'ai pas noté. D'accord. Donc, je suis obligée de me refaire le film Ouais. et de le noter. Et ensuite, enfin, je peux aller me recoucher. D'accord. Alors moi, je peux remonter un peu le fil, c'est-à-dire que j'ai pas mal de cas de figure en conférence, quand on se rencontre avec des potentiels rêveurs, c'est je me souviens pas de mes rêves. Ce que je dis souvent, et ce que je fais aussi personnellement, c'est un petit mantra au moment de se coucher. Cette nuit, je me souviendrai de mon rêve ou de mes rêves. Cette nuit, je me souviendrai de mes rêves. Plus, effectivement, le petit carnet à côté du lit, le petit crayon, et surtout, souvent, quand on a reçu un rêve, eh ben, il a tendance à vite s'en aller. Donc, ce que je dis, c'est surtout ne pas bouger le moins possible, et puis d'écrire ce qui vient, et même si on n'a pas tout le rêve, c'est pas grave, parce qu'il en ressort l'essentiel, et puis même ce que moi j'ai pu réaliser en expérience, c'est on commence, on a l'impression de plus se souvenir, et en fait, en écrivant, oui, ça revient. C'est comme si on tirait le fil d'une pelote de laine. Complètement. Et on a la suite du rêve qui apparaît. Donc, oui, parce que très souvent, quand on se réveille, on est réveillé par une image, en particulier une émotion. Oui. On croit que le rêve se résume à ça. Mais quand on prend le crayon, c'est vrai ce que tu dis, on va commencer comme ça et on va se dire « Ah non, mais en fait, avant, il y avait ça ». Et là, on va retrouver le début, on va retrouver ensuite tout le scénario, en fait. Et je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'un rêve, c'est plusieurs séquences qui peuvent n'avoir absolument rien à voir les unes avec les autres. Mais qui veulent dire la même chose. En tous les cas, qui sont porteuses de messages communs. Oui, tout à fait. Voilà. Et aussi, il ne faut pas s'arrêter sur le fait de ne noter qu'une partie du rêve. C'est-à-dire que ça peut être même une seule image ou quelques mots, et ça va permettre, c'est un matériau qui va permettre d'être interprété. Donc, c'est pas grave si on n'a pas tout le rêve. Non, c'est pas grave. Et pour commencer, c'est déjà énorme, en fait, parce que sur la base d'une simple image, ça sera resté. Il y aura beaucoup de détails qui vont venir en discutant. Oui. Et les associations, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, vont nourrir en fait l'analyse. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que il y a le moi conscient qui a peut-être pas forcément envie d'entendre le message du rêve, et c'est-à-dire de rêve écrit, petit à petit, le conscient va être rassuré et va laisser peut-être plus de place justement au rêve. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'analyse des rêves et au fur et à mesure où on prend conscience des rêves, on peut avoir finalement une prise de notes beaucoup plus large que ce qu'on avait au départ. Donc pas de blâme, pas d'inquiétude, ça vient au fur et à mesure. Je dis souvent aussi, c'est un peu comme moi j'habite à la montagne, j'ai décidé d'aller faire de la montagne, de marcher. C'est pas la première sortie que je vais aller au sommet de la montagne. Voilà, donc faut accepter aussi que ce soit un entraînement et qu'à force, le chemin se trace. Et il faut aussi, je crois que c'est très important, c'est garder à l'esprit que on fabrique pas son rêve, on le reçoit. Et donc, faut pas essayer de le romancer, de l'embellir, c'est le risque. Hein. Voilà. Ça, c'est important d'en parler parce que ça peut être le risque du moi qui veut contrôler le rêve alors qu'on ne contrôle pas le rêve. Il vient de l'inconscient, encore une fois. Voilà. C'est très bien. Ouais. Et c'est ça qui est important, justement. C'est qu'il vient d'un endroit où on n'a pas la maîtrise. Ouais. Et donc, c'est important d'être capable d'accueillir ce fruit. Même s'il est un peu peut-être blé, il ne l'est pas forcément, mais accueillons-le comme il est. Hein. Exactement. Voilà. Et petit à petit, effectivement, le dialogue comme ça se fait avec plus de confiance.
Oui, On commence à être en mesure d'accepter, d'une façon générale d'ailleurs, que les choses évoluent. exactement. Hein. Oui, on peut noter aussi, c'est que dans les périodes de vie remuantes, ou alors des périodes de vie où on est en vacances, par exemple, où on est bien reposé, on peut recevoir aussi plus de rêves parce que le corps est plus reposé, qu'il a plus de place pour recevoir le rêve. Et moi, je dis souvent, la récolte, on la rentre au grenier quand il fait beau temps. Donc, il faut aussi profiter de cette période de calme, des vacances, pour pouvoir peut-être recevoir les rêves. Il n'y a pas que les périodes de troubles qui sont propices à recevoir les rêves. Et on n'est pas obligé de venir voir son analyste uniquement quand le rêve nous paraît un peu moche. Complètement. Je dis ça parce que moi-même, j'ai fait le coup à mon analyste. D'accord. Ça a été le grand test. Je me suis dit, on va voir de quoi elle est capable. Si elle arrive à m'analyser ça, je continue avec elle. Mais c'est vrai que on peut y aller à reculons, voir un analyste, parce que c'est impressionnant. On se dit qu'on peut faire confiance. Est-ce que voilà. Donc j'ai bien raconté cette histoire parce que c'est vrai que j'ai vraiment fait ça. Il était vraiment moche, mon rêve. D'ailleurs, je crois que c'est le premier rêve de ton mémoire. Oui. Oui, alors je rebondis là-dessus parce que finalement, voir un analyste de rêve, ça veut dire aussi montrer sa fragilité, sa vulnérabilité. Il faut pas toujours facile d'aller à cet endroit-là. Donc, ni d'y aller, ni de faire confiance pour accueillir justement ce qui vient, ce qui est en train de se manifester. Donc voilà, c'est très important de tenter l'expérience et d'oser, voilà, même provoquer quelquefois. Et puis alors, enfin, je veux dire, rassurons tout le monde, c'est quand même très joyeux de comprendre ce qui se passe dans nos nuits. Complètement. C'est quand même très joyeux et très épanouissant. Donc voilà. Et je dirais que pour ma part, pour mon expérience personnelle, le premier rêve analysé avec cet analyste a été extraordinaire. Parce que vraiment, je me suis dit, waouh, c'est ça un rêve. Ça a débloqué quelque chose, tu veux dire? C'est-à-dire que jusque-là, ça faisait déjà 18 mois que je travaillais toute seule sur mes rêves, parce que je savais pas que les analystes existaient. Donc, voilà. Et quand je lui ai apporté ce rêve et qu'on va travailler ensemble, au bout d'une heure et demie, je me suis dit, c'est un métier, quoi. C'est vraiment quelque chose. Voilà. C'est un chemin, c'est une expérience, c'est un métier. Et ça vaut le coup. Voilà. Vraiment, je suis sortie de là absolument convaincue que j'étais où il fallait que je sois. Voilà. Très bien. Donc, et toi, ta première expérience d'analyse de rêve, comment tu l'as vécu? Et moi, je l'ai vécu en séminaire d'études, quand j'ai commencé mes études d'analyste. C'était l'occasion d'une prise de conscience profonde sur d'où je venais. En fait, ça expliquait ma construction psychique. Donc, ça a été le point de départ d'un travail en profondeur. Pourtant, j'avais déjà fait beaucoup de travail avant, avec différentes méthodes. Et là, ça venait vraiment compléter le travail que j'avais commencé, mais beaucoup plus en profondeur. Et surtout, le fait de comprendre les figures psychiques qui m'habitent, ça mettait un cadre. Dans mon histoire d'homme, c'est d'avoir grandi sans cadre. Donc j'avais besoin de ce cadre, et de connaître les figures de la psyché m'a permis de me réaliser, de me comprendre, donc justement en mettant ce cadre psychique. Donc ça a été fondateur pour moi. D'ailleurs, structurant. Notamment structurant, mais fondateur pour commencer un nouveau travail, plus de ce que j'avais fait avant, ce que j'avais expérimenté avant. Oui, parce que c'est vrai que pour toi, comme pour moi d'ailleurs, c'est très complémentaire en fait, de tout ce qu'on peut vivre par ailleurs. Ça accompagne, moi je trouve, quel que soit le chemin qu'on fait par ailleurs, vraiment ça vient permettre un dialogue très profond, très sincère, pas toujours agréable, c'est vrai, mais toujours très sincère. Complètement. Et puis c'est pas un travail uniquement sur la pensée. Il y a une dimension corporelle. Pourquoi? Parce que quand on analyse le rêve de quelqu'un, ou alors que notre analyse notre rêve, l'interprète, il y a des retours qui peuvent vraiment nous émouvoir. Et c'est là où la dimension du corps a son importance. Il y a la compréhension mentale de la psyché,
Et puis après, il y a une dimension plus spirituelle de ce qu'on peut recevoir aussi en tant que rêveur. Donc c'est vraiment, je trouve, une thérapie très complète. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut réunir voilà, ce que Louis Sansa appelle les 3 corps d'entendement, la dimension physique, corporelle, la dimension du mental et la dimension du spirituel. Et ben, l'analyse de rêve réunit les 3 niveaux ces 3 corps-là. Ouais. Pour avoir travaillé sur d'autres dimensions, il y a peu d'endroits où on travaille ces 3 dimensions-là. Et là, tu évoques notamment la dimension corporelle. C'est intéressant parce que moi, je l'ai compris très tardivement, ça. Oui. Et moi aussi. Hein. C'est parce que c'est vrai que quand on évoque un rêve, déjà on le saisit par la pensée, c'est ce qu'on croit. Complètement. Oui. En tous les cas. Et donc quand on l'écrit, on a l'impression que on va vers lui comme un étudiant, oui, hein, quelque part. Hein, on l'écrit, et puis on le commente, et puis etc. Et puis en fait, quand ce dialogue prend de la profondeur, s'installe, on se rend compte que physiquement, on ressent des choses nouvelles. En fait. Exactement. Et d'ailleurs, l'exercice d'écriture amène le corps à ressentir des choses. Oui, complètement. Et moi, j'ai découvert ça notamment quand j'ai rédigé le mémoire de fin d'études. Hein, ce mémoire de fin d'études qu'on met toujours beaucoup de temps à rendre parce que, en fait, on se rend compte que c'est une matière vivante et qu'à chaque fois qu'on se repenche dessus, tout se remet en mouvement, mais dans le corps. Oui. Et il y a de la fatigue physique, hein, il y a de la fatigue physique parce qu'on est à nouveau retraversé par ces questionnements, par ce que ça veut nous faire bouger de mémoire, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de transgénérationnel dans notre psyché. Donc il y a des choses qui sont enquistées quelque part, on ne sait où, dans nos cellules. Et donc, vraiment, quand on fait ce travail d'analyse sur plusieurs années, on commence à percevoir vraiment cette racine corporelle en fait de ces mémoires. Oui, je rebondis sur le travail d'écriture. C'est-à-dire que ça peut être compliqué d'écrire un rêve quand on n'a pas l'habitude d'écrire. C'est pas ton cas parce que je sais que tu es auteur aussi, mais par mon cas personnel, l'écriture, je viens pas de cet endroit-là. C'était un effort déjà d'écrire. Comment je peux écrire quelque chose que j'ai reçu. Donc c'est déjà un premier travail, tu vois, de l'écriture. Et je le vis à travers le mémoire où le fait d'écrire, finalement, il y a un petit côté jouissif au bout d'un moment. Dans l'écriture, il y a une dimension vraiment effectivement très corporelle. Au début, il y a quelque chose de difficile, pour moi en tout cas, d'écrire. Et puis après, il y a quelque chose de jouissif, quelque chose qui se dit à travers l'écriture. Et justement, de mettre ce cadre psychique, c'est-à-dire, voilà, dans quel cadre psychique j'évolue, les différentes figures de la psyché, on pourra peut-être en parler dans un prochain post. Et puis de se servir tiens, par exemple, ça parle de mon histoire, de la persona familiale. Hop, je vais développer ça. Finalement, cette structure-là permet de mieux se comprendre et de s'appuyer sur un cadre pour pouvoir écrire. C'est ce que m'a montré l'écriture du mémoire. Et c'est très vivant. Et c'est extrêmement vivant. Voilà. Exactement. C'est très vivant. Et ça montre qu'il y a véritablement une forme d'alchimie qui est à l'œuvre. Oui. Et c'est vraiment le terme le plus juste. Exactement. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de la force de ce récit qui vient de nos profondeurs, qui nous oblige à rentrer en dialogue, parce qu'il provoque des émotions, donc il nous mobilise. Oui. Hein, c'est ça, les émotions, c'est je viens de chercher quelque part. Hein, tu parles de l'alchimie intérieure. Intérieure, voilà. Et c'est très, très, très actif. Et je tourne la tête parce que je vois ton ouvrage qui est juste là. Oui. Et c'est vrai que c'est parce que j'ai vécu tout ça que j'ai écrit ce livre là-dessus. Parce qu'on est en mouvement, et on est en mouvement en réalité de jour comme de nuit. Exactement. Voilà. Donc à chaque fois qu'on rentre en dialogue avec un rêve qui vient de l'inconscient, ou qu'on rentre en dialogue avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, et on se demande mais pourquoi j'ai rencontré cette personne, elle m'interpelle. Bon, de quelle manière elle t'interpelle? Voilà. De quelle manière elle va m'interpeller? Ces échanges, en fait, qui se font toujours et en temps réel, nuit et jour, qui forment cette alchimie et qui fait que effectivement on est en transformation constante et je dirais à des vitesses plus ou moins rapides. Ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est heureux comme ça. Exactement.
Quand ça s'arrête, c'est pas bon signe.